Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godalia. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon point lecture mensuel. Aujourd'hui, on va parler donc des lectures faites pendant le mois d'août. Comme vous le verrez, le mois d'août a été plutôt pas mal au niveau de lecture. J'ai 4 livres donc que j'ai terminés. J'en ai commencé un 5e et d'autres que je vais incessamment sous peu commencer aussi. Donc dans ce 51e point lecture, voici le programme. D'abord, je vais parler de Sleeping Beauty de Stephen et Owen King et j'ai écouté ça sur Audible. Ensuite, nous avons Nef et Shea d'Aline Wheeler, c'est une autopublication. J'ai ensuite La Quête du Dragon, c'est de Anne McCaffrey et c'est aux éditions Pocket. Je continue avec un autre livre audio, là il s'agit des 12 rois de Charakai de Bradley Beaulieu. Et je vais parler très brièvement donc de ma lecture en cours, donc la première lecture en cours que je fais. Il s'agit de Homo Deus, donc c'est la suite de Sapiens et c'est de Yuval Noah Harari. Donc sans plus tarder, je vais commencer par Sleeping Beauties, donc c'est de Stephen et Owen King, donc père et fils. Je sais plus quel est l'éditeur, je vous mettrai ça de toute façon, ici je pense que c'est Audiolib mais j'ai un doute. Et j'ai écouté ça sur Audible. Alors je vous en avais déjà parlé dans mon précédent point lecture, puisque j'étais encore dedans. Et en fait, je l'ai lu donc jusqu'au bout et mon impression s'est plutôt confirmée par rapport à ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. J'ai fini vraiment ce livre avec un goût de, voilà, un peu voilà sur la langue, un peu mi-figue mi-raisin, dans le sens où je n'ai pas forcément trouvé dans ce livre ce que j'y espérais. J'y suis quand même allée, j'ai quand même tout écouté, il y a quand même plus de 27 heures d'écoute, c'est un gros pavé que vous voyez donc en papier. Voilà, je pense qu'au niveau des promesses qu'avait ce bouquin, en tout cas ce que j'en attendais, bah voilà, le livre était pas forcément au rendez-vous. Donc très brièvement l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jour, donc dans le monde, les femmes donc du monde entier commencent à s'endormir les unes après les autres et se retrouvent donc à partir du moment où elles ferment les yeux, où elles plongent comme ça dans le sommeil, se retrouvent donc la tête enrobée comme ça dans un cocon fait de matière organique et elles ne se réveillent plus. Donc cette épidémie est appelée Aurora et donc comme je vous disais touche les femmes du monde entier et nous suivons donc dans ce livre-ci microcosme, voilà, donc la ville de Dooling aux États-Unis dans les Appalaches, pour une fois c'est pas dans le Maine, et donc nous suivons une bonne douzaine ou quinzaine de personnages donc qui vont être affectés de près ou de loin par cette fièvre donc on appelle Aurora. Sur le papier, le pitch était plutôt alléchant, voilà, un truc vraiment fantastique, vraiment la plus pure définition du mot fantastique. On suit toute une galerie de personnages qui vont être, comme je disais, affectés de près ou de loin par Aurora. Et en fait, Aurora donne à Stephen King et Owen King l'excuse en fait de vraiment décortiquer la vie quotidienne et la façon dont ces personnages-là vont réagir ou non par rapport à ce phénomène extraordinaire et inconnu. Et finalement, le côté vraiment fantastique passe, je trouve, en arrière-plan, puisqu'on a vraiment beaucoup plus mis en avant une espèce de recherche et de représentation sociologique de tout un panel de personnages. Ça c'est aussi ce qui est intéressant dans l'écriture de Stephen King, c'est qu'on a vraiment justement des scènes et des situations totalement quotidiennes et qui ont l'air comme ça totalement anodines et qui prennent justement une tournure un peu différente justement quand elle est mise dans le prisme de cette situation extraordinaire. Moi ce qui m'a manqué justement c'est le fait que voilà, on prend la ville de Dooling pour on prend une loupe pour voir justement le phénomène Aurora sur cette ville de Dooling et on oublie le monde entier alors que c'est un truc qui touche le monde entier. Et je trouve qu'il y a aussi un côté comment le reste de la population, c'est à peine esquissé je trouve dans le livre, comment le reste de la population, donc, du coup masculine, réussissent à concevoir qu'est-ce que c'est Aurora pour eux. Il y en a qui pensent que c'est un châtiment divin, il y en a qui se rendent compte quand même que la moitié de la population est quand même mise donc hors d'état de nuire, mais je veux dire hors d'état de tout court quoi. Et ce qui veut dire, ça met en perspective un peu l'extinction de la race humaine, quoi. Et ça, c'est juste à peine souligné, et donc il y a des grosses problématiques qui, je trouve, auraient mérité un petit peu de développement et qui finalement sont juste abordées sans forcément aller plus loin dans la réflexion. Et voilà, c'est ce côté-là où les auteurs ont privilégié certaines voix et en ont du coup laissé pour compte d'autres qui, moi, m'auraient un petit peu plus intéressé. Donc voilà, c'est pour ça que je sors de ce livre un petit peu mi-figue mi-raisin. En plus, comme je vous disais, il est extrêmement long, donc il y a des longueurs de partout. Et voilà, si on est un petit peu habitué à la plume et à la voix de Stephen King, je pense qu'on peut retrouver
sa voix habituelle, mais je trouve que moi il m'a manqué des choses, il m'a manqué un petit peu plus de dénonciation et de réflexion justement limite anthropologique ou sociologique, mais plus de la façon vraiment comment l'humain réagit à quelque chose qu'il ne comprend pas et qui met l'espèce humaine en danger complètement. J'enchaîne avec un deuxième livre dont j'ai également parlé dans mon ancien point lecture. Il s'agit de Nef et Shea, donc c'est le tome 1, La Fuite. C'est d'Aline Wheeler et c'est une auto-édition. Je vais pas forcément revenir sur ce que j'ai raconté la dernière fois sur mon point lecture, comme quoi donc c'est un SP que j'ai demandé à l'autrice, et si vous voulez aussi savoir un petit peu plus, j'ai fait en fait un petit point à chaud en fait quand j'ai vraiment terminé à la fois Sleeping Beauties et à la fois ce livre-là, parce que j'ai terminé quasi à une semaine près. J'ai fait en fait une vidéo sur Instagram TV. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir donc mon compte Instagram TV, donc c'est Caudaléa, hein, tout simplement, pour voir un petit peu de quoi il retourne. Mais là aussi, pour faire simple, en fait, ce livre-là n'a pas non plus répondu à mes attentes. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé pendant sa lecture, pourtant ça commençait très bien, vraiment, j'étais vraiment à fond dedans, la façon dont le roman débute. C'est hyper percutant, c'est hyper dynamique et j'étais vraiment emmenée avec les personnages comme ça, j'ai vraiment trouvé le début très intéressant. Mais la suite, c'est un petit peu délité petit à petit et au final, j'en ressors, bon, j'ai tout lu quand même, hein, j'ai lu l'entièreté du roman, mais j'en ressors avec une impression. Déjà, tout d'abord, c'est un univers de fantasy qui, moi, commence à me fatiguer, dans le sens où c'est très classique. C'est un univers de fantasy où il y a de la magie, des elfes, des nains, des dragons, donc vraiment, voilà, c'est la triade ultime de la fantasy, et je trouve qu'il y a tellement de possibilités dans la fantasy que se limiter à ça continuellement, ça finit par me lasser, en fait. Le fait qu'il y ait ça m'a un petit peu refroidi, je dois dire. Et il y a aussi tout ce côté où j'ai eu l'impression, petit à petit, de lire en fait une espèce de retranscription de parties de jeux de rôle, dans le sens où les personnages, ça m'a vraiment fait cette impression-là je sais pas si vous avez déjà fait du jeu de rôle, mais vous avez une équipe donc de DPJ, des personnages joueurs, qui sont divers et variés et qui ont des compétences et qualités qui vont former un groupe. En général, ça fait très du Donjons Dragons, du D&D, mais voilà, ils vont rencontrer des personnages sur leur route et ils vont rencontrer notamment un énorme PNJ qui va leur donner une quête, une mission, un donjon à attaquer, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est exactement cette impression-là que j'ai eue, c'est que voilà, il y a eu en effet la fameuse, le gros PNJ qui leur donne une grosse quête, c'est la reine de leur royaume. Ça va pas loupé, hein. Et aussi le fait que j'ai eu aussi l'impression qu'en fait tout le roman c'était ces personnages-là, donc les trois personnages principaux, qui ne faisaient que rencontrer d'autres personnages qui leur racontaient des trucs. Et du coup, il leur arrivait quand même des choses, hein, des bastons, etc. Il y avait aussi des grosses révélations, des retournements de situation qui finalement, pour moi, sont un petit peu tombés comme un soufflet, qui n'ont pas forcément eu l'effet escompté. Mais voilà, il y a eu ce côté-là qui m'a un petit peu gênée tout au long de la lecture. Et voilà, c'est pour ça que j'en sors de ce livre un petit peu... voilà, je compte pas lire la suite. Par contre, ce que je disais dans ma vidéo sur Instagram TV, c'est que la plume de l'autrice est très intéressante. Ça reste quand même un premier roman, mais je trouve qu'elle a vraiment travaillé. Maintenant, je pense que peut-être que si un jour ou l'autre elle se tâte pour faire ou des nouvelles ou voilà, quelque chose dans un autre univers qui ne soit pas celui-ci, je pense que ça pourra m'intéresser plus que ce qui se passe dans cet univers de fantasy là. J'enchaîne avec ma troisième lecture que je viens de terminer hier. Il s'agit de La Quête du Dragon, c'est le tome 2 de La Guerre des Fils, c'est de Anne McCaffrey et c'est aux éditions Pocket. Alors ce livre-ci, je l'ai là, je l'ai lu en livre papier, donc je l'ai terminé hier comme je vous disais. Et ce livre-ci, ça a été vraiment une joie de me replonger, de repartir à Perne et de retrouver donc tous les personnages qu'on avait laissés donc à la fin du tome 1, d'autant qu'à la fin du tome 1, je veux pas spoiler, mais il y a quand même un gros événement qui ramène beaucoup de nouveautés, du renouveau. Et là en fait on est justement dans l'après qui est intéressant dans le sens où à la fin du tome 1, on arrive avec beaucoup d'espoir et je vais pas trop spoiler justement, mais
Là, au début du tome 2, on a vraiment l'after hein, de cet événement qui arrive à la fin du tome 1 et on se rend compte que c'est pas si idyllique que ça, il y a plein de problèmes justement qui découlent de ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Et on a donc les personnages qui essaient de se tripatouiller de ces problèmes-là et de faire des choix et d'essayer de prendre un peu le leadership et d'essayer de faire en sorte de protéger Pern. Donc dans ce tome-là, il y a pas mal de choses qui changent, il y a les filles qui commencent à tomber de façon inattendue, ce qui est complètement anormal et ils savent pas trop pourquoi. Et il y a aussi toute une découverte de caves qui ont été murées et donc ils commencent à les redécouvrir. Donc ils découvrent certaines choses des anciens qui datent de plusieurs milliers d'années et qui en fait pour eux sont des reliques mais qui pour nous sont des trucs actuels. Bref, c'est un petit peu bizarre peut-être pour ceux qui connaissent pas Pern, mais en gros Pern, pour revenir un petit peu très rapidement là-dessus, donc c'est une planète quelque part dans l'espace qui a été colonisée par des terriens. Donc on a en fait c'est de la science-fiction qui se transforme en fantasy, grosso merdo. Et donc ce livre-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelque chose au pluriel qui m'ont quand même un petit peu, voilà, j'ai hâte aussi de lire la suite pour voir comment ça évolue. Mais il y a certaines choses, je sais pas si je pense que c'est des choix de traduction, mais je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire en sorte, les personnages se vouvoient entre eux, y compris les enfants, entre deux enfants ils se vouvoient, ce que je trouve vraiment déplacé. Et même deux amants, Flard et Lessa qu'on avait connus dans le tome 1, se vouvoient encore dans le tome 2, alors c'est 7 ans après. On dirait Bernadette et Jacques Chirac, quoi. Il y a des fois où je fais mais pourquoi vous voyez, c'est vraiment très bizarre. Et les enfants de 10 ans se vouvoient. Pourquoi? J'avoue que le style d'Anne McCaffrey s'est amélioré. J'avais de gros problèmes dans le premier bouquin. Je pense que dans Pern, l'univers, écrase tout et emmène tout et relève là où le style peut pêcher. Il y avait des parties dans le tome 1 qui, des fois, n'avaient aucun sens et je trouve que ça s'améliore dans le 2, même si il y a encore, à mon sens, je sais pas si c'est une question de traduction ou si c'est une question de Anne McCaffrey dans le texte, je ne sais pas. Mais il y a des fois où il y a des réactions de personnages ou des façons dont les choses sont expliquées qui sont pas extrêmement fluides et compréhensifs en fait. Et je trouve que il y a ce côté-là où je sais que ça s'est amélioré, mais il y a encore, je pense, pas mal de choses à faire. Donc malgré tout ça, j'ai quand même beaucoup aimé ce retour sur Pern, et j'ai hâte de lire le 3. Je vais pas le lire tout de suite, parce que j'ai d'autres lectures de prévues, mais c'est prévu, j'espère, avant la fin de l'année. J'enchaîne ensuite avec une relecture cette fois-ci. Alors là, c'est la version papier, mais c'est le livre audio que j'ai écouté. Donc c'est Les 12 rois de Characaille de Bradley Beaulieu. Ceci est aux éditions Brajlon, mais moi, donc, comme je vous disais, je l'ai écouté, il est disponible sur Audible, et si je me souviens bien, c'est les éditions Hardigan qui est en fait la succursale livre audio de Brajlon. Alors les 12 rois de Characaille, je les avais lus en SP à l'époque, en 2016 je crois, donc j'avais reçu ce bouquin-là de Brajlon, et ça avait été une lecture assez longue, puisque comme vous pouvez le voir, il est assez épais, et je suis pas non plus une lectrice très rapide. Et j'étais sortie, je vous invite à aller voir mon avis à propos de ce livre, en tout cas pour la première lecture. Mais ce qui était intéressant, c'est que après cette première lecture, j'étais sortie de ce livre avec à la fois vraiment enchantée de l'univers qui vraiment m'avait beaucoup parlé, c'est de la fantaisie arabisante, donc on est dans une cité en plein milieu du désert, on a des personnages qui sont plutôt typés arabes ou perses, quelque chose comme ça, et avec justement des intrigues à la fois divines, à la fois des intrigues politiques, etc. Et j'étais sortie en fait de ce livre avec ce côté-là où j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers, mais j'avais trouvé un peu le temps long et la lecture longue. Et voilà, il y avait pas mal de choses qui m'avaient un petit peu gênée dans cette première lecture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette relecture, donc cette réécoute, cette relecture, m'a justement permis d'avoir un œil neuf sur ce livre, et justement de voir, il y avait des personnages par exemple dans ma première lecture où je sentais qu'ils avaient une importance particulière, mais j'arrivais pas à les remettre dans ce que j'avais lu justement les chapitres d'avant, et du coup c'était un petit peu décousu, et j'avais un petit peu du mal comme ça à saisir un petit peu leur importance dans l'histoire. Et là justement, comme cette fois-ci je savais qu'ils étaient là, j'ai porté une oreille un petit peu plus attentive justement à ces personnages-là, et du coup il y a plein de choses que j'ai beaucoup plus compris donc dans cette lecture audio que dans la lecture papier donc du premier tome. Et en fait je voulais aussi lire ce livre puisque j'ai le tome 2 qui
ici là derrière, que j'aimerais beaucoup lire, que j'ai en livre papier, que j'ai aussi acheté en livre aussi audio, pour pouvoir éventuellement faire la même chose. Et voilà, donc c'est le cas d'une relecture qui m'a vraiment aidé en fait à encore plus apprécier le livre, d'autant que en fait entre mes deux lectures, j'ai rencontré Bradley Beaulieu aux Imaginales, et c'est une rencontre d'un auteur qui était vraiment exceptionnel. C'est un quelqu'un de absolument adorable avec qui je converse encore maintenant, et je suis vraiment super contente d'avoir justement réussi à dépasser cette première impression un peu mitigée de la première fois pour vraiment apprécier encore plus le livre. Donc voilà, si ça vous arrive de pas forcément tout saisir d'un livre, n'hésitez pas à aller voir si éventuellement il existe une version livre audio, et pourquoi pas donner une chance à une deuxième réécoute et une deuxième relecture, ça pourrait valoir le coup. Je continue avec ma lecture en cours, donc cette fois-ci c'est encore un livre audio, il s'agit de Homo Deus, et c'est en fait la suite de Sapiens, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc Homo Deus, et comme Sapiens, c'est de l'auteur Yuval Noah Harari, et donc ici, comme je vous disais, c'est sur Audible que je l'écoutais. Donc Sapiens, il revenait sur les origines de l'homme et sur toute une explication sociologique, historique, économique, etc. de l'évolution de l'homme depuis que l'homme est homme, depuis donc Lucie, etc. et comment on est devenu Homo sapiens. Et donc là, dans Homo Deus, il repart vraiment du point de fin de Sapiens, et il continue donc sur le futur éventuel de l'homme et de Sapiens, pour voir vers quoi on pourrait se diriger, donc à partir du temps T, là où on est maintenant, avec toutes les améliorations scientifiques qui surviennent maintenant, et qui pourraient justement emmener l'espèce humaine vers telle ou telle direction, avec telle ou telle dérive. Il y a toute une réflexion aussi sur l'humain et sa relation avec les animaux, et c'est vraiment super intéressant. Alors c'est vraiment aussi une lecture qui demande un petit peu d'attention, je trouve un petit peu plus que Sapiens, parce qu'il y en a beaucoup de concepts de sociologie, d'anthropologie, ou de sciences aussi, mais c'est extrêmement intéressant. Je retrouve vraiment ce que j'ai aimé dans Sapiens. Là j'en suis encore dedans, j'ai écouté à environ une trentaine de pourcents, j'en suis à un tiers à peu près, et c'est passionnant, c'est toujours aussi passionnant. Je conseille à 2000%, donc la lecture de Sapiens et Homo Deus, et donc vous pouvez les trouver évidemment en papier, j'imagine en livre numérique, si ça, je pense les e-books doivent exister, mais vous pouvez également les trouver donc en livre audio, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Alors pour ce qui est de mes lectures à venir, là il se trouve que justement j'ai le choix entre pas mal de livres qui me font un petit peu de l'œil, et je vous les présenter tout de suite. Donc c'est vraiment à se tenter, là on est le 1er septembre quand je filme cette vidéo. Donc tout d'abord il y a de Stephen King, où voilà, je me tâte. Aujourd'hui, ou c'était peut-être hier, Lemon June a lancé donc la lecture commune du Fléau, un livre de Stephen King que je n'avais encore jamais lu, que je n'ai encore jamais lu. Moi je l'ai en livre numérique, donc si je le lis, ce sera en livre numérique. Je vous avoue que justement le fait que je sors de Sleeping Beauty, ce qui avait été déception, fait que j'ai un petit peu du mal à me dire ouais, je vais lire du Stephen King maintenant. J'ai envie de passer à autre chose, et j'ai aussi envie de lire, de faire cette lecture commune. Donc je pense que je vais essayer de commencer ça et de voir si ça prend ou pas. Sinon, j'ai un autre Stephen King qui me tente bien, mais c'est un petit peu particulier puisqu'il s'agit en fait de son livre sur l'écriture. Donc c'est Écriture, mémoire d'un métier, ceci est au livre de poche. Je l'ai pas en livre numérique, j'aurais bien peut-être préféré l'avoir en livre numérique, mais j'ai vraiment très envie de lire, on me l'a beaucoup conseillé ce livre, et j'ai très envie de voir un petit peu son approche, son explication de comment il s'y prend pour écrire, et des conseils que je pourrais justement retirer moi dans mon activité d'écriture. J'ai très envie de lire Rouille de Florian Soulas, c'est aux éditions Scrinéo. Je l'ai acheté aux Imaginales, j'ai fait dédicacer par ma Flo chérie, et j'ai vraiment très envie de découvrir son premier roman. J'avoue que voilà, celui-ci me tente un petit peu plus que Le Fléau, je dois avouer. Donc je sais pas, voilà, à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas ce que je vais lire. C'est juste un panel de bouquins, voilà, qui me font envie maintenant. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup lire celui-ci puisque je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Donc c'est l'anthologie Félin des éditions Ibi, dans lequel en fait il y a ma nouvelle à moi. Donc, ma nouvelle ça va, je la connais, mais toutes les autres je ne les ai pas lues. Enfin, si j'ai lu celle de AF, mais toutes les autres non. Donc ce que j'aime plutôt bien dans les anthologies de nouvelles, c'est que justement c'est une forme qu'on peut lire vraiment de façon sporadique, de lire une nouvelle et puis d'enchaîner, peut-être de s'arrêter après, de lire autre chose, de revenir, etc. Ou alors vraiment de le lire tout
tout d'un bloc, et en plus, c'est des univers à chaque fois, à chaque nouvelle, c'est des univers, des auteurs différents, avec qui on peut coller ou pas du tout. Voilà, c'est ici que s'achève ce long point lecture du mois d'août. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je pense que je donnerai plus facilement des nouvelles sur ce que je vais lire là ce soir et dans les semaines qui viennent. On se retrouve le mois prochain pour mon point lecture du mois de septembre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries, etc. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.